Bonjour chers auditeurs de Central FM. C'est Politique a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Cheikhou Diom, professeur d'histoire et de géographie. Il est en même temps responsable politique du parti PASTEF de la zone ouest. Il est aussi de l'école du parti d'Arrêt Cheikh Anta Diop. M. Diom, bonjour. Bonjour M. Ndiaye, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission qui est très écoutée à Thiès à travers la radio Central FM. Je remercie M. le PDG Ali Digal et mon doyen Cheikhou qui est en même temps mon homonyme. Donc c'est vraiment un grand plaisir de me retrouver parmi vous. Nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Cheikhou Gueye qui est analyste politique à Thiès. M. Gueye, bonjour. Bonjour Alioune, M. Ndiaye. Je profite de cette occasion pour remercier également et féliciter mon homonyme Cheikhou Diom et le PDG Ali Digal. Okay, c'est un plaisir donc de me voir associé dans ce cadre de production de discours analytiques qui vraiment, encore une fois, met au devant de la scène les problématiques politiques que traverse notre pays actuellement. Voilà, donc chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes dans un pays avec une situation sans précédent qui suscite beaucoup d'interrogations sur le plan national que sur le plan international. Aujourd'hui, le Sénégal semble être à la croisée des chemins. Mais M. Diom, vous qui êtes historien ou plutôt professeur d'histoire, dans l'histoire politique du Sénégal, est-ce qu'il y a une fois eu dans la conquête du pouvoir une scène aussi unique que celle que nous sommes en train de vivre? Merci M. Ndiaye. Oui, de commencer par, on va dire, cette question qui nous poussera à faire peut-être un petit rappel historique de l'histoire, n'est-ce pas, politique du Sénégal. Il faut reconnaître que d'emblée, certes, l'histoire politique du Sénégal rime avec violence, surtout à l'approche d'élections, mais je pense de mémoire d'homme, on n'a jamais atteint ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Senghor, en son temps, avait dirigé le Sénégal d'une main de fer par moment. On se rappelle des événements de 62, n'est-ce pas, avec son différend, avec son ami Mamadou Dia, n'est-ce pas, mais il n'y avait pas quand même autant d'hommes. Bon, il y a eu des événements qui ont suivi et il y a eu 40 morts, mais ça se limitait toujours à la capitale. Il y a aussi d'autres, hein, il faut le dire que Senghor, moi je le disais un jour, Macky Sall me rappelle personnellement Senghor, mais en pire en réalité, hein, parce que Senghor, il savait au moins ménager un peu ses opposants, hein, même s'il a été quand même un peu plus dur. Mais les contextes ne sont pas les mêmes quand même, parce qu'avec Senghor, on venait juste de sortir d'une longue période de colonisation. C'était une nation naissante. Donc, dans sa conception, il disait que le Sénégal n'était pas encore prêt pour vraiment asseoir une démocratie. Il fallait l'accompagner. Et peut-être à bien des égards, on peut lui donner raison, vu ce qui se passait tout autour de nous. Mais bon an, mal an, il est quand même parvenu à sortir par la grande porte, même si c'est par une dévolution. Hein, et son successeur même s'il a maintenu, on va dire, cette répression de son opposition, a quand même pu ouvrir, comment dirais-je, le jeu démocratique en disant « Diaka Django, Koumouneh, Nodal ». Donc c'était le le multipartisme, n'est-ce pas. Ablaïd, et c'est grâce à lui d'ailleurs, à la fin, même si ça a été un peu par moments difficile, hein, Abdou Diouf quand même est parvenu à nous mener à une alternance démocratique en 2000, grâce au consensus de 1994. Ablaïd aussi à son tour, et quand il est arrivé, là aussi il faut le dire, il a aussi réprimé son opposition, mais quand même il s'est toujours fait un point d'honneur en disant que je ne vais jamais marcher sur des cadavres pour aller au palais. Donc il avait une ligne rouge qu'il s'était fixée. Mais aujourd'hui, avec le régime qu'on a, on a l'impression qu'il n'y a pas, ils ne se sont pas fixés de ligne rouge, quoi. Donc eux, c'est la conservation du pouvoir et qui a été un mode, une méthode utilisée qui est celle d'éliminer systématiquement, n'est-ce pas, l'adversaire qui est à même de le faire perdre le pouvoir, et par tous les moyens, quitte à marcher sur des cadavres. Et donc c'est pour cela, c'est inédit en fait, en instrumentalisant toutes les institutions et même
n'est-ce pas, en pervertissant les mœurs, n'est-ce pas, comment dirais-je, la galanterie politique ou l'élégance politique, l'élégance républicaine qui était là, n'est-ce pas, est partie dans tous les sens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est inédit, même s'il faut reconnaître quand même que l'histoire politique du Sénégal a été toujours marquée par des événements malheureux. Voilà, avant de venir à M. Gueye, Cheikhou, donc vous avez retracé un tout petit peu l'histoire politique du Sénégal de 1962 avec la séparation de Senghor et de Mamadou Dia. Mais quelque part, c'est l'histoire qui semble se répéter. Parce que quelque part, Senghor, en privilégiant le multipartisme, quelque part, il a mis en avant ce qu'on appelle les partis de contribution, comme le PDS à l'époque. Avec le président Abdou Diouf aussi, nous avons vu quelque part une répression sanglante. Mais de Senghor à Abdoulaye Wade, il semble y avoir ce qu'on a appelé tout à l'heure d'évolution monarchique. Senghor, peut-être, il n'avait pas voulu trouver un successeur comme dans sa lignée, mais il avait voulu asseoir sa république. Abdoulaye Wade, quelque part, c'est son fils. Mais avec le président Macky Sall, quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'il cherche à voir? Voilà. Oui, l'attitude du régime actuel, dirigé par monsieur le président Macky Sall, ne se justifie que par le désir de conserver le pouvoir à tout prix. C'est la seule raison. N'est-ce pas? Et donc ça fausse le jeu démocratique. Donc il y a du jusqu'au-boutisme dans la conservation du pouvoir. Hein? Et d'ailleurs, ça aussi malheureusement, c'est une tradition. À part le président Senghor, n'est-ce pas? Il y a, parmi ses successeurs, il n'y a aucun qui a préparé sa succession. Parce que Senghor, au moins, il avait préparé quelque part le président Diouf à le succéder, n'est-ce pas? Mais quand Diouf est venu, dans son parti, il n'y avait pas de successeur. Abdoulaye Wade, pareil. Macky Sall également a répété la même chose. Donc tout ça montre d'une volonté de ne pas se départir du pouvoir d'une manière démocratique et toujours de rester là et de vouloir, n'est-ce pas, instaurer quelque part une monarchie. Parce que, je le disais dans une discussion en ami, je dis que Macky Sall, s'il arrive à ses fins, mais il quittera le pouvoir, mais en le transmettant à son fils, tout simplement. Parce que quelque part, on l'a entendu dire qu'il est contre la limitation des mandats. Alors, ça veut tout dire. S'il est contre la limitation des mandats, ça veut dire que, n'est-ce pas, il peut être président à vie. Et on sait que par le tripatouillage des élections, il peut toujours gagner. N'est-ce pas? Même si c'est au prix de mort ou bien d'une instabilité politique au Sénégal. Donc tout cela pour dire que le président actuel, cette attitude-là de jusqu'au-boutisme ne se justifie que par la volonté de vouloir conserver à tout prix le pouvoir. Et ceci dès le début. Peut-être qu'on n'a pas su lire, n'est-ce pas, ce comportement chez lui, mais en commençant par, comment dirais-je, Karim Wade, tout le monde pensait qu'en fait, c'était une question de reddition des comptes. Mais en réalité, c'était une question pour Macky Sall, n'est-ce pas, d'éliminer un adversaire politique qui disposait d'un appareil capable de... Venir sur ce point-là, voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un fait nouveau, la préparation de son fils au pouvoir. Donc ça, c'est un phénomène qui apparaît. Donc, M. Cheikhou Gueye, partagez-vous l'analyse de M. Diom dans je partage vraiment à 100%, même si je pourrais dire à 200% vraiment l'analyse de M. Cheikhou Diom. C'est une analyse vraiment très pertinente et qui a retracé vraiment l'histoire politique sénégalaise. Puisque vous savez que juste après les indépendances, même avant les indépendances, on peut même parler, même avant même les indépendances, dans un premier temps, l'approche sociopolitique ou bien même historique, même de l'évolution du politique et de la politique en Afrique peut être lue en fonction de 3 dimensions. Première chose, il y a la dimension pré-coloniale, la dimension coloniale et la dimension post-coloniale. La dimension pré-coloniale, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y avait vraiment une tendance vraiment à vouloir
imposé une logique qui nous venait d'extérieur, c'est-à-dire une logique exogène. Et à partir de là, il y avait des ripostes. Les ripostes par rapport à deux formes de riposte. Une riposte violente et une riposte vraiment pacifiée. La riposte violente a été incarnée en Afrique de manière générale par exemple, Béhanzin, etc., Samori Touré. Mais la riposte pacifique au Sénégal, par exemple, on peut évoquer l'histoire des marabouts. Mais cela n'a pas été soldé par un succès. Pourquoi? Parce que cela n'a pas empêché l'administration coloniale de dérouler son programme. Mais il y a deuxième riposte. Et la deuxième riposte a été marquée par deux faits. Premier fait, c'est un fait qui est propre vraiment comment dirais-je, c'est un fait politique. Deuxième fait, c'est un fait littéraire plutôt. Forme politique, c'est avec le panafricanisme, donc il y a beaucoup de gens qui ont riposté par rapport à l'occupation coloniale. On va revenir sur ça. Donc, juste deuxième riposte, c'est une riposte plutôt littéraire, avec Senghor, etc. Et juste après, il y a maintenant troisième période, la période post-coloniale. La période post-coloniale, c'est juste après l'accession de la majeure partie des pays africains à la souveraineté. Donc, et à partir de là, on a constaté qu'il y avait ce qu'on appelle partout en Afrique une parentalisation vraiment du pouvoir. Et d'ailleurs, il y aura des retombées jusqu'à présent. Une parentalisation, une tribalisation donc, du fait politique. Et pire, parce que c'était une période où il y a ce qu'on appelle le néopatrimonialisme. Le néopatrimonialisme renvoie à une absence de différenciation entre les biens privatifs et les biens publics. Donc là, c'est également quelque chose qui a marqué l'époque post-coloniale. Et l'époque post-coloniale également a été marquée surtout par ce qu'on appelle la fréquence, la prédominance, la prégnance des coups d'État partout. Le Sénégal a pu échapper vraiment à cette forme d'expression du politique tels que les coups d'État, mais quand même, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui a été également marqué l'ensemble des pays, qui a marqué l'ensemble des pays africains, plus particulièrement ce qu'on appelle une volonté vraiment de pouvoir instaurer des partis uniques. Et le Sénégal n'a pas échappé à cela, parce qu'il y avait des partis de contribution, comme vous l'avez si bien dit, mais il y avait surtout, au-delà même des partis, des partis de contribution, il y avait une volonté d'instaurer un parti dominant. Et ce parti dominant incarné par Senghor, avec des élections où il y avait juste un seul candidat. Et à partir de là, il y avait des crises, comme vraiment Cheikhou l'a bien élucidé tout à l'heure avec la crise de 62. Il a même précisé que vraiment la violence a été un facteur récurrent en matière post-électorale. Vraiment, parce qu'il a évoqué vraiment les 40 morts jusqu'à présent. Notre histoire politique est orpheline même de ces réalités, parce qu'on n'évoque pas cela, parce que comme Senghor était le président, il a presque présidé pendant 19 ans, il s'est arrangé pour que ces faits pages noires ne figurent pas dans le programme scolaire. Et à partir de là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de réseaux, de moyens de communication, de divulgation des images, que ça n'a pas fait tache d'huile. Non, on aurait pu avoir, parce que chaque réalité, vraiment chaque période avec ses réalités. Parce qu'à partir pendant cette période, il y avait vraiment un intérêt accordé à l'écrit, au pouvoir du mot, du verbe. Donc on aurait pu stabiliser ça dans nos programmes scolaires, parce que ça fait partie de notre histoire politique. On ne l'a pas fait. Et juste après, il y a la période donc, où Senghor a donné le pouvoir, donc par dévolution, à Abdou Diouf. Mais Abdou Diouf, ce qui a caractérisé sa magistère, c'est que Abdou Diouf avait une administration administrante et non une administration de développement. Il a ouvert le jeu démocratique avec le multipartisme. Et le multipartisme, donc, cela consacre vraiment l'effectivité et la vitalité d'une démocratie au sens pluriel du terme. La démocratie plurielle, donc qui est la déclinaison du pluralisme dans toutes les sphères de la vie sociale. Et à partir de là, à partir de Abdou Diouf jusqu'à vraiment 2000,
du 1er janvier 61 jusqu'à 81 jusqu'à 2000, on a pu constater qu'il y avait juste une administration administrante. Il n'y avait pas une administration de développement. Donc, il y avait la politique, effectivement, mais juste après Wade, on a pu constater qu'il y a vraiment une volonté de prendre en considération les problématiques de développement. Il a posé les jalons, mais du point de vue politique, vraiment, il a mené une politique très bidon, ce qui nous a amené au spectacle qu'on est en train de vivre. Après Macky, on a pu constater qu'il y avait de l'espoir. Malheureusement, l'espoir a été de courte durée. Parce qu'à partir du moment où il a posé les jalons pour redresser le Sénégal du point de vue économique, vraiment contribuer au rayonnement du Sénégal, mais on a vu que du point de vue politique, il a fait pire que Wade. Parce qu'on attendait à ce que, à cette période où nous sommes, vraiment que Macky Sall dise de manière claire qu'il ne peut pas se représenter aux élections, mais malheureusement, on est en train de voir qu'il y a d'autres, il écoute d'autres personnes, et d'ailleurs même, sa dernière sortie lors du dialogue national l'a prouvé avec éloquence. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a même osé implicitement dire que la parole d'un opposant vaut mieux que ma parole. Parce qu'il dit que, bon, il y a certains qui disaient qu'il pouvait se représenter. À lui-même, il avait dit qu'il n'avait pas la possibilité de se représenter. Il l'a écrit, il l'a dit. Et comment maintenant il peut être amené à se dédire pour même accorder beaucoup plus de primauté à la parole d'un opposant? Là, vraiment, c'est quelque chose de déplorable. Donc, en vous entendant parler, on peut parler de désillusion après chaque régime qui arrive. Après Abdou Diouf, c'est une désillusion. Après Abdoulaye Wade, c'est une désillusion. Mais ces désillusions-là, est-ce profitable au pays, par exemple sur le plan d'un changement visible et réel, ou bien profitable à ce chef-là qui va encore réincarner un pouvoir absolu, éternel? Bon, je n'irai pas jusqu'à parler de désillusion au sens total du terme. Je vous ai dit qu'avec Abdou Diouf, du point de vue de l'administration et du point de vue politique, il n'y avait pas de désillusion. Mais du point de vue économique, vraiment, c'était bidon. En plus, avec Wade, du point de vue économique, il y avait une volonté vraiment de poser les bases d'un rayonnement économique, mais du point de vue politique, c'était bidon. Avec Macky Sall, il a déjà commencé à poser les bases du point de vue économique, mais politiquement, vraiment, c'est quelque chose, c'est le pire, en tout cas, qu'on a eu jusqu'à présent. Voilà, pour revenir à M. Diom, le Sénégal où nous vivons est de l'avis de beaucoup un Sénégal de crise marqué très profondément par la fin d'un procès. Et ce procès a occasionné beaucoup de désagréments dans ce pays-là. Partagez-vous cette vision, non pas pessimiste, mais sans complaisance ni dérivatif de la situation actuelle? Oui, vous parlez de procès et qui nous vaut d'ailleurs cette situation chaotique qui augure de lendemain incertain. Ça, il faut le reconnaître. Ce procès-là n'en est pas un, en tout cas pas du point de vue juridique. Tous les spécialistes, et même ceux qui ne sont pas spécialistes, savent qu'il n'y a pas eu de procès. C'est une montagne qui a accouché d'une souris, tout simplement. Tout le monde s'accorde de cela. Et le président Ousmane Sonko l'a fait savoir depuis le début que ce dossier était vide. Le capitaine Touré également l'a dit. C'est un des dossiers les plus faciles à gérer depuis la SR, la section de recherche. Ça ne devait même pas franchir les portes de la section de recherche. Parce qu'effectivement, le dossier est vide depuis le début. Et ce à quoi nous sommes en train d'assister est vraiment une honte pour le Sénégal, qui était érigé en une vitrine sur le plan démocratique. Mais comme l'a dit M. Cheikhou Gueye, n'est-ce pas, ce qui le justifie, c'est tout simplement la question politique qui fait qu'un homme qui est élu démocratiquement, n'est-ce pas, qui sait que les Sénégalais ne veulent plus parler de troisième mandat parce que le 23 juin est là, ce n'est pas loin, qui ne veulent plus de dévolution, qu'elle soit monarchique ou d'une autre nature, n'est-ce pas, mais le régime de Macky Sall, qui nous avait vendu
n'est-ce pas, une gestion sobre et vertueuse, en fait, comme le diraient les Ivoiriens ou bien le chanteur ivoirien, l'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Et alors, nous voici à la case de départ par rapport au moins à 2011-2012. Toujours est resté dans le procès. Oui. Je pense que nous sommes tous soumis à des textes, à des lois, à des normes. Mais je pense que c'est le droit qui a été dit parce que la sentence corruption de jeunesse, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le droit sénégalais. Oui, effectivement. C'est-à-dire, les textes sont là, hein, les textes du Sénégal sont bien écrits. Mais en fait, dans la pratique, on peut dire que ce n'est pas du droit qui a été dit lors de ce procès du 1er juin, ou du verdict du 1er juin. Ça, nous en sommes d'accord. Alors, parce que si on reste sur le plan purement juridique, quand on dit corruption de jeunesse, effectivement, l'article 324 du Code pénal, n'est-ce pas, l'a bien inscrit. Par contre, pour pouvoir condamner quelqu'un, n'est-ce pas, de ce chef d'accusation-là, mais il faut des éléments de preuve. Alors, à partir du moment où on dit que Ousmane Sonko, pendant 2 ans, qui a été accusé de viol et de menaces de mort, de menaces, n'est-ce pas, par arme, a été acquitté, alors où sont les preuves? On nous avait dit qu'il y a une vidéo, mais que nenni, on n'a pas vu de vidéo. Sans compter tous les témoins qui l'ont fait à décharge pour l'accusé, qui est le président Ousmane Sonko. Un seul a été à charge contre Ousmane Sonko, donc favorable à Adji Sarr, c'est Sidi Ahmed Mbaye. Et on sait quelles sont les accointances entre Sidi Ahmed Mbaye et Adji Sarr. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a un procès. Mais les juges, ils peuvent trouver un autre chef d'accusation quand ils trouvent que, par exemple, le premier dossier se trouve être vide. Oui, effectivement, il peut y avoir, quel est le terme juridique qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Mais il faut se baser sur des preuves. C'est ça que je dis. Il n'y a pas d'élément de preuve qui pourrait faire qu'on peut condamner, n'est-ce pas, procéder à une requalification des faits. Mais il n'y a pas de preuve. Quand tu dis corruption de jeunesse, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu au moins un rapport sexuel, attouchement ou quelque chose de ce genre-là. Mais il n'y a aucune preuve sur la table qui a été amenée. Comme l'accusatrice elle-même a reconnu à travers des audios n'avoir rien fait avec l'accusé. Alors, quand on lui a demandé ces audios-là sont authentiques, elle a reconnu que ces audios sont authentiques. Maintenant, la raison qu'elle a servi après, ça, je le faisais pour piéger en fait mon interlocuteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire? Donc, on peut effectivement procéder à une requalification des faits, mais par contre, pour condamner quelqu'un à cette requalification des faits, il faut apporter des preuves, mais ces preuves n'existent pas. C'est ça le problème. Parce que comment dirais-je, le certificat médical qui a été effectué par un homme de l'art, d'ailleurs qui a dit qu'il a été menacé parce qu'il a fait son travail, a dit que au moment où il auscultait Adji Sarr, en fait, cette personne-là n'avait pas eu de rapport sexuel les 48 heures ou 72 heures avant. Alors, ça peut nous mener aux autres mensonges, n'est-ce pas, d'Adji Sarr, qui disait qu'elle était enceinte suite à ce viol-là. Supposé viol. Non, c'est ce viol, parce que comme elle a dit avant, quand elle le disait, c'est un viol. Elle a été violée d'après elle. Elle disait qu'elle a été enceinte, n'est-ce pas? Et que, en fait, qu'elle était vierge. Il faut dire les mots tels quels, n'est-ce pas? Et le rapport médical vient balayer tout cela. Donc, à partir de ce moment-là, même cette requalification de fait qui condamne Ousmane Sonko de corruption de jeunesse ne sont pas avérés. Donc, et tout cela nous ramène aux faits politiques, comme le disait M. Gueye tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est la volonté tout simplement d'éliminer un adversaire politique sérieux qui nous mène à cette mascarade de justice. Voilà, maintenant, si par exemple, après cette sentence-là, Ousmane Sonko se trouve être emprisonné, qu'est-ce qu'il va se passer après avec le premier procès? Qu'est-ce qu'il va faire du cas d'Adji Sarr? Mais justement, c'est-à-dire cette condamnation, ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire on ne fait même pas attention
à cela. C'est-à-dire, et en cela, il faut reconnaître qu'Ousmane Sonko est un privilégié. Quelqu'un me disait que nul n'est au-dessus de la loi, dit-on, mais Ousmane Sonko, lui, il est au-dessus de la loi, en réalité. Parce que c'est une affaire criminelle. Donc, normalement, il devait comparaître, n'est-ce pas, non pas libre, mais, comment dirais-je, sous les mains de la justice. Donc, il devait venir de la prison, mais, n'est-ce pas, non seulement il n'est pas venu, mais il n'est pas... Mais après... comment dirais-je, le verdict qui le condamne à 2 ans, normalement, il devait actuellement se trouver en prison. Mais à quoi on assiste, c'est quoi? On est en train de le séquestrer sans aucune base légale, parce qu'il n'y a aucune notification qui vient du juge et qui pourrait justifier cette séquestration du président Ousmane Sonko avec sa famille, qui depuis pratiquement 10 jours est restée coupée du reste du monde. Et il y a certains qui disent même qu'actuellement, sa famille manque de nourriture, parce que tout simplement, il n'est pas... C'est une question qui va venir tout à l'heure. Moi, je me dis que le pôle d'avocats de Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'ils attendent pour porter plainte après contre Adji Sarr, ou bien jusqu'à présent, on n'entend pas... Si on s'en tient à leur déclaration d'après verdict, n'est-ce pas, ils disent que Adji Sarr sera poursuivi. Tout simplement. Maintenant, on attend. Ça, c'est des questions techniques, c'est des questions juridiques, c'est aux avocats et bien sûr à leurs clients, Ousmane Sonko, de donner une suite à cela. Mais en tout cas, ce à quoi on a assisté, c'est tout sauf un procès judiciaire. Monsieur Gueye, dans l'histoire, nous avons vu 2 procès similaires. Le procès de Socrate, qui a été condamné pour le même acte, pour corruption de jeunesse, mais cette fois-ci, il a introduit de nouvelles divinités dans la cité. Vous avez peut-être aussi lu en terminant l'œuvre d'Albert Camus, L'étranger, où Marcel a été condamné non pas parce qu'il a tué un arabe, mais qu'il a enterré sa mère avec un cœur de pierre. Comment considérez-vous cette justice qui parfois déplace les questions et les choses? Bon, vous avez évoqué trois comment dirais-je, procès qui ont des similitudes, mais qui ne sont pas les mêmes. Parce que le premier, c'est le procès de Socrate, donc qui était réel et historique. Deuxième, vous avez évoqué un procès fictif qui s'inscrit dans une logique littéraire, purement de la littérature. Et oui, et un... Aussi, j'ai oublié, Kafka. Oui, et un procès maintenant politique. Ben, je pense qu'effectivement, tout cela s'inscrit dans le cadre de la négation vraiment de l'image d'une personne vraiment qui a une image très marquante dans la société, que ce soit vraiment Socrate, que Morceau et également Sonko présentement. Mais moi, ce que je veux dire par rapport surtout à ces procès, c'est que le procès a donné raison à l'issue même de ce procès a donné raison à beaucoup d'analystes ici au Sénégal. On avait prédit, on avait bel et bien dit qu'il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas. On avait dit qu'ils trouveront toujours des moyens pour vraiment éliminer un candidat, vraiment à la course, vraiment, un potentiel candidat, donc en 2024. Et cela a été le cas, parce que les chefs d'accusation, moi, quand j'ai entendu vraiment, les verdicts de ce procès, ce qui m'a un peu rendu confus, c'est que dans un premier temps, comment on peut être vraiment condamné pour des chefs d'accusation pour lesquels on ne comparait pas. Parce que lui, il était accusé de viol et de menace de mort. Mais comment peut-on blanchir vraiment une personne politique et juste après créer ou trouver d'autres moyens, d'autres chefs d'accusation pour le condamner? D'ailleurs, j'ai écouté ces avocats avec beaucoup d'intérêt qui, eux, n'ont dit qu'ils n'ont jamais débattu ce problème. Donc moi, ce que je suis en train de voir, puisqu'il y a 2 mélanges, parce que comme c'est un projet qui a été fait donc par contumace, est-ce que présentement, au nom vraiment de ce procès, on peut même faire du n'importe quoi? Parce que l'accusé n'a pas la possibilité d'interjeter appel. Est-ce qu'au nom de cela, on peut même lui accuser de tous les noms d'oiseaux? Et c'est un précédent dangereux pour ce pays. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être aujourd'hui, poursuivi pour des chefs d'accusation bien précis et après être condamné pour d'autres choses. Donc, il va falloir vraiment revoir. C'est pour cela qu'il y a une radio de la place qui m'a
interpellé. Et ce que j'avais dit, il faut qu'il y ait vraiment une assise nationale de la justice ici au Sénégal, puisqu'on est arrivé à un moment où il y a ce qu'on appelle une décrédibilisation de la justice, une désanctuarisation de l'institution policière et de l'institution judiciaire, et une désacralisation, une désanctuarisation, et cela vraiment va poser problème, parce qu'un pays, si les gens n'ont plus confiance à la justice, c'est un pays vraiment, en tout cas, qui est voué à la ruine. Donc, il va falloir, encore une fois, qu'on puisse revoir, en tout cas, ce procès. Moi, en tout cas, je plaide pour qu'on revoie, en tout cas, ce procès et que cette sanction-là soit levée, parce qu'il n'était pas poursuivi pour ces chefs d'accusation. Vous avez parlé d'assises de la justice, mais la veille du procès de Ousmane Sonko, au Sénégal, le président avait appelé à un dialogue national. Ce dialogue national peut-il être un palliatif pour régler la question de cette justice et de la situation politique du Sénégal? Bon, ce dialogue ne saurait être qualifié de national. Ils peuvent, vraiment, du point de vue politique, parler de national. Je vous ai tout à l'heure, je vous ai très tôt, plusieurs fois dit qu'en politique, quand on ne peut pas changer les choses, on change des mots. Une population où il y a plus de 70% de jeunes qui ne sont pas impliqués dans ce dialogue et qui n'adhèrent pas, avec des personnes, la moyenne d'âge est de 60 à 70 ans, qui se regroupent pour décider de l'avenir de 70% de la population. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de dialogue national sans l'implication effective des jeunes. Et il y a la variable aujourd'hui qui doit être le facteur qui va conduire, c'est comment faire de sorte que les jeunes puissent vraiment profiter de la technologie à des fins de développement. On n'a pas besoin de dialogue d'une administration administrante, de parler de politique. Ces gens-là qui se sont regroupés pour dialoguer sont des gens qui ont presque 50 ans, 60 ans, etc. Donc, ils ne peuvent pas décider de l'avenir de ces jeunes. En plus de cela, on n'a besoin que de leurs conseils, mais pas de la vitalité de leurs idées. Parce qu'aujourd'hui, la vitalité des idées se compose avec la technologie. Alors que ce sont des gens qui sont un peu, du point de vue en tout cas de la technologie, parce que partout, vous savez, aux États-Unis, les gens qui ont, Facebook, Mark Zuckerberg, etc., ils n'avaient pas 30 ans. Et ils ont changé le monde. Le pouvoir de changer le monde, c'est le défi aujourd'hui. Et le dialogue doit s'organiser autour de ce défi-là. Pas un dialogue politicien avec des gens qui ont déjà fait leur temps et qui n'ont rien à prouver, ou autre que s'agripper sur des privilèges politiques. Voilà, donc avant de passer sur ce point-là, M. Diom, il a parlé de génération, comme si c'était un dialogue générationnel. Alors que la cible, c'est la jeunesse. Le peuple est là-bas, dans la rue, l'oligarchie est là-bas au palais, en train de décider du sort de la jeunesse. Maintenant, quelle lecture vous faites de ce dialogue-là? Oui, en fait, ce dialogue, pour moi, n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique de plus pour le président Macky Sall, tout simplement. Hein. Si vous voyez le timing, les personnes qui étaient présentes, vous verrez toujours qu'en fait, ce dialogue-là, le président Macky Sall n'en a rien à faire, en réalité. C'est une manœuvre tout simplement pour un peu endormir une certaine opposition et exécuter son plan. Et son plan, il est en train de le dérouler tout simplement. Hein. Et une de ces étapes, je ne sais pas c'est au niveau du déroulement, quelle est l'étape, mais en tout cas, une de ces étapes-là, c'était tout simplement d'annoncer le verdict du 1er juin passé. Mais effectivement, ce qu'on remarque, comme l'a si bien dit M. Gueye, toutes les personnes présentes, pratiquement, en tout cas la moyenne d'âge, voilà, c'est la moyenne d'âge de personnes du 3e âge. Donc, on sait que le Sénégal est un pays jeune sur le plan de structure démographique. Et alors, cette jeunesse n'était pas du tout présente, n'est-ce pas? Et au-delà de cette question d'âge, il y a que, sur le plan politique, sur le plan social, voilà, les personnes qui devaient être invitées ne le sont pas. L'opposition était absente. La vraie opposition, en tout cas, l'opposition significative. Sur le plan social, les syndicats n'étaient pas présents.
Ça, il faut le dire, que ce soit les syndicats enseignants ou les syndicats des autres corps de métier. Alors, ce n'est pas du tout un dialogue national, mais c'était un dialogue, je dirais, entre copains, quoi, qui voulaient tout simplement discuter. C'est ce qui semble mettre le président plus à l'aise. Parfois, il est très ironique. Parfois, c'est comme s'il chahutait avec ses camarades de même génération. Idriss Seck, chef de l'opposition, après quelque part, il jette peut-être très contesté. Si vous voulez refuser mon troisième, il faut me le demander avec gentillesse, élégance. Comme si vraiment il était à l'aise dans son fauteuil pour discuter avec des camarades de génération. Tout cela nous montre en fait la personnalité et même la psychologie de notre président, mais aussi sa conception du pouvoir. Parce que même, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était du second degré. Même si c'est du second degré, moi je pense qu'un président ne peut pas parler avec une aussi grande légèreté. Surtout quand il parle de mandat. Si vous voulez le mandat, il faut me le demander et avec la manière. Comme si le mandat, n'est-ce pas, lui appartient. En fait, et sémantiquement, le mot mandat, ça veut dire quoi? Beaucoup de questions wolof moy lan. Moy ñu jox la yonent. Yo donc ku ñu yoni nga. Donc tu es un mandataire. On t'a envoyé. Le mandat appartient au peuple qui te l'a confié pour un temps. Alors comment tu peux te retrouver, n'est-ce pas, possesseur de ce mandat-là. Donc c'est ce qui est dramatique en fait chez le président Macky Sall. Il a une conception dépassée, archaïque du pouvoir et qui nous mène malheureusement à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et c'est un peu désespérant qu'on en arrive là avec surtout son parcours, parce que souvent les adversaires du président Ousmane Sonko disent que il est inexpérimenté, il n'a pas pratiqué le pouvoir, contrairement à Macky Sall, effectivement, qui a eu quand même à traverser toute l'administration, pour ne pas dire, n'est-ce pas, toutes les stations qui existent dans un État. Donc du poste de simple employé d'une structure étatique, n'est-ce pas, à directeur jusqu'au poste de président et de président d'assemblée, en passant par bien sûr celui de différentes sphères ministérielles et aujourd'hui au poste de président. Donc il a une culture de l'administration, mais en fait ce n'est pas un homme d'État en réalité. Parce que s'il était un homme d'État, il avait une culture républicaine, une culture étatique, je pense qu'il prendrait une hauteur beaucoup plus élevée que celle-là qui lui a fait dire qu'en fait, si vous voulez le mandat, il faut me demander et avec la manière. Oui, M. Gueye, les générations pouvaient être représentées parce que les deux voix qui se sont cristallisées lors de ces rencontres-là, c'est la voix de Cheikh Bamba Dièye, qui a été très suivie, appréciée, et la voix de, vous m'excusez, de Ahmed Khalifa Niasse et de Moustapha Djamil. Donc on voit ici deux voix qui semblent ne pas intéresser très sincèrement les Sénégalais. Non, je pense que les gens, heureusement qu'il y a ce qu'on appelle desserrement du lien affectif par rapport à certains religieux. Parce qu'il y a des gens qui s'arborent, en tout cas, qui portent leur manteau religieux pour parler, pour se permettre de dire n'importe quoi. Vous savez une chose, le pays, heureusement aussi au Sénégal, il y a maintenant une différenciation entre la sphère religieuse et la sphère politique. C'est pour cela que les hommes aujourd'hui religieux sont moins enclins à impacter dans la sphère politique. Et je pense qu'eux, ils l'ont fait, peut-être parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et moi, je n'ai pas, du point de vue, en tout cas, de la religion, je n'ai rien à les reprocher parce que ce sont des personnes religieuses. Mais du point de vue politique, vraiment, leur discours est en déphasage avec la réalité, avec les attentes. Ils n'ont pas été vraiment au rendez-vous par rapport vraiment aux attentes de la population sénégalaise. Eux, ce qu'ils sont en train ce qu'ils ont dit en réalité, parce qu'il a posé les véritables problèmes. Il a, en réalité, ce que je dis, que certes, Cheikh Bamba Dièye vraiment a pris la parole, mais ce dialogue, vu la configuration, vu les gens qui ont participé à cela, je pense que ça ne reflète pas les exigences d'un dialogue national, puisqu'il n'y avait pas de jeunes.
Et il n'y avait pas, comme Cheikhou, mon homonyme, l'a bien dit, il n'y avait pas également les représentants donc, des syndicats, les représentants, donc la dimension sociale, il y a la dimension politique, il y a la dimension religieuse, il y a une pluralité de dimensions. Mais vraiment, c'est un dialogue amputé, orphelin même de ces dimensions sociales, de ces dimensions même politiques, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on ne peut pas rendre effectif un dialogue sans l'implication de Yewwi Askan Wi et de PASTEF plus particulièrement, parce qu'en réalité, vu la configuration de la scène politique, Ousmane Sonko représente vraiment un poids électoral, en tout cas qu'on ne peut pas vraiment gommer dans le cadre d'un dialogue national. Monsieur Diom, donc les partisans de Bestouniak sont sortis pour dire que les propos de leur mentor ont été mal interprétés. Et souvent, on vous accuse d'être des manipulateurs, surtout dans ce sens-là. Mais cette fois-ci, c'est la parole de leur mentor qui tombe directement dans l'oreille de ceux qui suivent le dialogue. Maintenant, quelle analyse vous faites aussi de ces propos? Oui, vous savez, PASTEF, si on parle en Wolof, comme qui dirait, quoi. Les militants de PASTEF, bon, on nous taxe de manipulateurs à chaque fois, mais tout le monde a assisté à... Malheureusement, on n'est pas tout à fait à l'aise parce qu'il y a la dimension religieuse, quoi. Voilà, c'est déplorable, il faut le dire, et ne pas trop discuter sur ça. Ce qu'il a dit, c'est très clair. Gumbul Dour. Bon, peut-être... La réplique est Khipi. Hein? J'ai entendu. L'autre qui vient appuyer, c'est-à-dire Ahmed Khalifa Niasse, qui a également une dimension religieuse, même si les politiques. Tous les deux, d'ailleurs, sont politiques. Aussi, Gumbul Dour, Khipil Dour, Kholol Dour. Qu'est-ce que cela veut dire? Reste ferme, reste intransigeant, dans un contexte où le pays est en ébullition. Alors, leur côté religieux devrait parler. J'ai vu dans une vidéo où on comparait, et c'est très sensible d'ailleurs, on comparait l'intervention du représentant de l'Église, qui est un prêtre, n'est-ce pas, qui a parlé d'amour, qui a parlé d'apaisement, qui a parlé de paix, au moment où on ne peut pas dire qu'ils parlent au nom des musulmans, mais quand même, on ne peut pas leur ôter leur manteau religieux, où ils parlent de violence, où ils encouragent la violence, n'est-ce pas? Les mots sont là, on ne peut pas les travestir. Personne n'a interprété. Et il représente un pourcentage très élevé par rapport à la religion. 95, il représente un pourcentage très élevé. Effectivement, c'est ça qui est dommage. Heureusement que tous les musulmans ne pensent pas comme eux et l'ont déploré. Donc il n'y a pas de manipulation là-dedans. Il faut tout simplement déplorer. Maintenant, c'est des personnes, n'est-ce pas? Et aucune personne n'est parfaite. Ils auraient pu faire amende honorable et faire leur mea culpa et dire que peut-être qu'ils ont peur. Mais voilà. C'est aussi... Vous me direz que, voilà, on s'acharne sur le président Macky Sall, mais c'est lui qui nous dirige. C'est comment vous dire comment le président Macky Sall a traversé les valeurs, n'est-ce pas? Jusqu'à faire à des hommes religieux ces genres d'erreurs, tout simplement, ne serait-ce que dans le comportement et dans le hein. On est habitué à l'intervention des hommes religieux, que ça soit d'une manière audible ou publique, n'est-ce pas, auprès des hommes politiques, notamment de nos chefs d'État, et après qui obtempèrent. Mais apparemment, ce n'est pas le cas avec le président Macky Sall. Au contraire, il cherchera toujours à les embourber, mais du mauvais côté. Ça, on le remarque. Et c'est pour cela que moi, j'ai peur que ce qui s'est passé en France et qui a fait qu'on a instauré la loi de 1905 avec la laïcité, qui écarte carrément les religieux, n'est-ce pas, de la sphère politique, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, et même le désamour du peuple par rapport à la religion. On risque d'en arriver là, si ça continue comme ça. Hein? Donc je pense que les hommes religieux, il faut, même s'ils sont impliqués dans la politique, mais il faut quand même leur laisser cette dimension religieuse, cette sacralité, n'est-ce pas, qui tourne autour de ces personnalités religieuses. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé du Sénégal en ébullition. Mais nous, à Thiès, pratiquement, on ne sent pas cet échauffement-là du climat. On ne sent pas sortir la guerre. Et pourtant, un des leaders de PASTEF a été arrêté. Et pourtant, ça n'a pas fait tache d'huile.
Bon, vous savez, on peut pas faire, nous ne voulons pas faire, comment dirais-je, la concurrence, surtout quand il s'agit de violence. Mais quand même, il y a eu quelques manifestations, n'est-ce pas, ici à Thiès. Il y a quelques, bon, voilà. C'est de la violence. On peut pas encourager, on veut pas encourager cela. Mais il faut reconnaître que ce qui explique un peu cette léthargie ou ce manque de réaction ici à Thiès, c'est aussi politique. Alors, pour Ziguinchor, ou le Sud d'une manière générale, le président Sonko quand même a une base affective très forte. Dakar, également, c'est la capitale. Et on sait que la cote de popularité du président, je parle du président, que ça soit pour le régime actuel ou pour les régimes passés, n'est-ce pas, se fait toujours ressentir au niveau de la capitale. Donc, ce qui fait que les points les plus chauds dans ce contexte de contestation sont Ziguinchor, donc la base affective du président Sonko, et la capitale qui, en fait, est le reflet de la contestation d'un régime finissant. Maintenant, il y a quelques autres points chauds qu'il faut noter, mais ici également, il faut noter qu'il y a toujours, en parlant de base affective, il y a toujours quand même le président Idrissa Seck, qui a toujours une bonne partie de la population thiessoise qui reste fidèle à Idrissa Seck, n'est-ce pas? Sans compter les autres leaders qui sont ici à Thiès. Même si les 2 dernières élections, la coalition Yewwi Askan Wi les a gagnées, mais quand même, c'est avec un écart qui n'est pas aussi large, par exemple, à Ziguinchor ou bien à Dakar. Donc, ce qui fait que les populations ne vont pas d'une manière très, comment dirais-je, naturelle, très prompte, n'est-ce pas, aller manifester. Et donc, ça justifie le fait que, par exemple, à Dakar ou bien à Ziguinchor, il y a plus de contestations, plus de manifestations qu'à Thiès. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender cette situation. Michel Gueye, est-ce que parce que Thiès ne manque pas de leader charismatique, qu'il n'y a pas cette réponse automatique? Parce que Thiès est considéré comme le berceau de la contestation. On se rappelle de 1988, quand le président Abdou Diouf nous lançait à la figure cette jeunesse malsaine. En 99-2000, quand Abdou Diouf devait venir ici à Thiès, nous avons vu l'histoire des Kenemé, l'histoire des Mbaye Diouf, Boubacar Sall, tout ça, c'était des figures emblématiques qui ont mené la contestation. Et ça date depuis même 1948 avec la grève des cheminots. Mais aujourd'hui, Thiès reste calme. Thiès est dans la léthargie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un leader charismatique qui peut soulever les masses que la situation reste ainsi? Donc, dans un contexte de violence, on ne peut pas produire, on ne peut pas vraiment encourager à ce que les gens vraiment sortent pour pouvoir, en tout cas, saccager, etc. Mais Thiès, comme vous l'avez si bien dit, a été toujours une ville qui était très prompte à mettre en activation les logiques protestataires et les logiques contestataires. Mais cette fois-ci, on a vu qu'il y a une léthargie. Et cette léthargie se justifie pourquoi? Se justifie par le fait qu'il n'y a pas une personnalité jusqu'à présent politique qui émerge du lot, à l'image de Boubacar Sall, à l'image d'Idrissa Seck, qui est en train de perdre du terrain à Thiès. Mais jusqu'à présent, on est en train de voir qu'il y a de plus en plus des jeunes hommes politiques qui vont se substituer à lui, mais ce processus de substitution n'est pas encore à terme. Présentement, vous l'avez évoqué dans le cadre avec Yewwi Askan Wi et jusqu'à présent avec le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Birame Souleye, qui est en train d'émerger. Mais jusqu'à présent, c'est que la configuration du jeu politique et de la scène politique qui est divisée en zones, qui fait que la zone nord, jusqu'à présent, il y avait beaucoup plus de manifestations ici. Et contrairement aux autres zones, avec une configuration jusqu'à présent qui n'est pas encore trop favorable à Yewwi Askan Wi et également à Idrissa Seck. Mais je pense que c'est un processus et vraiment ils sont dans la pente montante. Donc ils sont en train d'imposer en tout cas un leadership jusqu'à présent très difficile puisque l'image d'Idrissa Seck va de plus en plus perdre du terrain parce que jusqu'à présent il ne propose plus d'offres politiques. Il n'est dangereux que par la politique, mais en termes de perspective politique, de perspective de développement, vraiment, il ne propose rien aux Thiessois. Et je pense que peut-être c'est un processus qui a déjà
pris son envol, l'enclenchant qui s'est enclenché et qui n'est pas encore à terme. Et je pense que si, avec du temps, on aura vraiment une personnalité politique qui va se substituer à l'image donc de Idrissa Seck. C'est ce qui justifie en réalité cette passivité de la Thiès, mais dire passivité de manière totale, je pense que je serais moins enclin à le dire, puisqu'il y a des manifestations quelque part. Certes, il n'y a pas de saccage, il n'y a pas vraiment comme ce fut le cas vraiment dans le sud, comme avec vraiment le fief de Sonko, ou bien à Dakar, qui est la capitale. Mais quand même, il y a eu des manifestations ici à Thiès. De lutte, comme la manifestation pacifique, nous l'avons inspiré de Mahatma Gandhi, de Malcolm X, de Louis Farrakhan, The 1 Million Man March. Tout ça, c'est des possibilités pour en faire cela. Mais pour revenir aussi à Michel Diom, puisque le temps fait défaut, à Thiès, par exemple, nous avons une voix qui s'élève et qui semble neutraliser la contestation, celle de Massali. En réalité, je pense que Massali, il fait son show, quoi. Voilà. Et c'est ce qui montre ce que je disais tout à l'heure, la déchéance de la République. Parce que j'ai vu une vidéo, j'avais le cœur meurtri, quoi. Quand un Massali se permet d'appréhender une personne, de la monoter et de la mettre dans son véhicule, là, la République, excusez-moi du terme, a foutu le camp, quoi. Et en réalité, le président Sall et son régime ont comment dirais-je, en fait, perverti les valeurs et dans tous les secteurs, y compris religieux. La presse également, parce que ce à quoi on assiste, cette presse-là qui a beaucoup joué dans les alternances politiques, n'est-ce pas, est absente. Pourquoi? Parce que la pratique, aujourd'hui, c'est que c'est des personnalités d'une envergure infime, comme Massali, n'est-ce pas, que vous voyez bombarder dans toutes les unes des journaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces journaux-là ont vendu leur ligne éditoriale, tout simplement. Ou bien, ces journaux, pour être mis sur place, ont été tout simplement financés par des personnalités politiques du régime. Ça, il faut le reconnaître. Mais en réalité, Massali, qu'est-ce qu'il pèse politiquement au Sénégal? Il n'a jamais rien pesé. Et d'ailleurs, c'est sa méthode, tout simplement, pour exister. Se faire des coups pour se faire voir et ensuite exister. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il a été bombardé. Et d'ailleurs, c'est le seul poste qu'il a eu à occuper, PCA. De Wade à Macky Sall, c'est le seul poste parce qu'en réalité, excusez-moi du terme, je ne vais pas parler de la personnalité, mais c'est le symbole même de la déchéance, n'est-ce pas, des valeurs, ne serait-ce que sur le plan politique, avec les régimes qui se sont succédés. Hein, depuis, on va dire, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. Mais des cas comme Massali, quand on les voit émerger sur le champ politique sénégalais avec ces pratiques-là, et voilà, qu'on parle d'eux à travers les médias, ça veut dire que vraiment, la République a foutu le camp. Voilà. Mais aussi, on a la voix de Pape Malick Ndour et de Karim Fofana qui semblent minimiser la situation du Sénégal. Qui semblent maîtriser. Oui. Minimiser. Oui, effectivement, ils sont dans leur logique, comme je vous l'ai dit. Voilà, mais ils savent. C'est-à-dire, ce qui se passe au Sénégal est indescriptible. Et je me dis que le Sénégal est un pays quand même exceptionnel et extraordinaire. Je ne pense pas que ça pourrait se passer dans d'autres pays. Voilà. En parlant de ce procès-là, si c'était ailleurs, peut-être on assisterait à des scènes comme la place Tahrir. Parce que partout où tu vas, dans toutes les discussions, tout le monde sait qu'en fait, il n'y a pas eu procès. Alors, tout le monde s'en offusque, mais on dirait qu'on est atteint comme par une certaine léthargie. Personne ne bouge. Et sachant cela, ces personnalités que vous venez de citer, n'est-ce pas, en profitent tout simplement pour minimiser. On a vu une télévision de la place, n'est-ce pas, diffuser en boucle, n'est-ce pas, les propos de Mme Abdul Aziz. Je dis, bon sang, laissez-le se reposer. Ouais. Alors qu'en 2011, il n'avait pas fait pareil. Voilà. Monsieur Chahou Gueye, comment se fait-il, à votre avis, que non seulement à Thiès,
mais aussi un peu partout au Sénégal, il y a cette militarisation croissante de l'espace politique. Cette militarisation croissante, parce que partout on voit des militaires. Oui, parce que nous avons vu que la population vraiment a tenu en échec les forces policières et de la gendarmerie et que les forces de substitution, ce sont les militaires. Malheureusement, bon, je dis heureusement que du point de vue de la violence, de l'expression de la violence, les militaires sont beaucoup plus proches à la population. Ils n'ont pas été formés pour exercer une violence, donc un fait coercitif à l'égard de leur propre population. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la population est beaucoup plus, en tout cas, ouverte vraiment aux militaires. Contrairement vraiment aux forces policières et forces de la gendarmerie qui a été vraiment tenues en échec par la population. Je pense qu'on peut bel et bien dire que, cette militarisation-là témoigne, atteste vraiment de l'échec vraiment de la gendarmerie et de la police à pouvoir gérer cette situation. Pas habilité à maintenir l'ordre ou bien etc. Ouais. Monsieur Diom, pour terminer maintenant, jusqu'à présent, on n'entend pas les deux voix qui véritablement pourraient apporter une solution à cette crise-là. Peut-être pour Ousmane Sonko, bunkerisé, sans téléphone portable, on se posait la question où est-ce qu'il va trouver le moyen de communiquer avec sa population. Mais le président de la République, qui est le garant de la Constitution, qui est le garant de la stabilité, si on n'entend jusqu'à présent pas sa voix, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, je ne pense pas qu'on entendra sa voix, ou bien si on entend sa voix, ça sera justement pour l'atteinte de ses objectifs. Parce que je n'ose pas penser une seule seconde que nos chefs religieux qui, en pareil cas, interviennent pour calmer la situation, ne sont pas intervenus. C'est sûr. Ils sont intervenus auprès du chef de l'État parce qu'il est la seule personne capable aujourd'hui d'arrêter cette situation. Mais comme on l'a dit en début d'émission, sa volonté de conserver le pouvoir, quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas, fera qu'il ne va jamais aller dans ce sens-là. Ça sera une surprise pour moi. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de militarisation. Tout a été militarisé, y compris les forces de maintien de l'ordre. On est dans un état policier où tout est instrumentalisé. La justice, les médias dont on parlait tout à l'heure, tout a été instrumentalisé dans un seul et unique but, c'est-à-dire celui de se maintenir au pouvoir. Et tant qu'on est le président, je dis on sait, il s'agit du président de la République. Tant qu'il est dans cette logique de vouloir maintenir à tout prix le pouvoir, eh bien, n'est-ce pas, ça n'augure pas, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs pour le Sénégal. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Monsieur Gueye, lendemain meilleur pour le Sénégal. Aujourd'hui, sur tous les plans, scolaire, économique, social, politique, religieux, tout semble observer statu quo. Avez-vous un regard optimiste ou pessimiste de la situation? Bon, moi je pense que je ne suis pas en général un négationniste. Je pense que j'ai toujours de l'espoir. Je fais confiance vraiment à la capacité de cette population aujourd'hui et il est intéressant, encore une fois, de se nourrir d'espoir et de ne pas perdre d'espoir parce que nous avons une population jeune, raisonnée, une population qui a des logiques affectives telles que la religion, etc. On peut passer par ces canaux vraiment pour pacifier encore une fois l'ordre social et encore une fois vraiment inscrire le Sénégal sur le registre du développement. Mais vous êtes tous les deux acteurs de l'éducation. Le mois de juin et le mois de juillet, c'était des mois réservés aux examens. Aujourd'hui, les universités sont fermées, les écoles, le programme pratiquement hypothéqué pour ce qui nous reste. Est-ce qu'on ne peut pas espérer ici avoir des examens normaux, tranquilles? Oui, vous avez parlé de la question scolaire. Voilà, on est au thème de notre émission. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'épuiser la question, mais rapidement, pour terminer sur ça. Oui, c'est un flou total, hein, il faut le dire. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que les cours vont se poursuivre le plus normalement possible et même les évaluations récentes, c'est-à-dire les compositions et suivies des examens. On ne sait pas avec ce contexte-là, n'est-ce pas, comment ça va se terminer. Espérons seulement, prions, puisque le Sénégal est un pays de croyants, prions pour que le bon Dieu nous vienne en aide
et qu'on se retrouve dans une situation beaucoup plus normale. Il a parfaitement raison, hein, puisque aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner aux élèves, ce sont des conseils formulés à l'intention des élèves. Il faut travailler parce que quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, il y aura organisation, il y aura des examens, préparez-vous en conséquence. Parce que nous avons vu même le Sénégal ici organiser vraiment des examens avec un seul semestre. Donc, encore une fois, parce que si on a des tendances à produire un discours de désespoir, un discours pessimiste, les élèves vont se lâcher également et ce n'est pas bon pour eux. Il faut travailler parce que quel que soit Alpha, il y aura des examens. Merci chers invités. Monsieur Diom, je rappelle qu'il est professeur d'histoire-géographie, responsable politique du parti PASTEF de la zone ouest. Il est aussi de l'école du parti d'Arrêt Cheikh Anta. À monsieur Cheikhou Gueye, aussi analyste politique. Nous vous donnons rendez-vous sur Central FM avec notre émission C'est politique. Merci chers auditeurs.